Sony a décidé cette année de vous faciliter la lecture de ses gammes télé et pas que, d'ailleurs vidéoprojecteurs aussi par exemple. On a sur la télé un Bravia 7 qui représente notamment, entre guillemets, non pas l'entrée de gamme, parce qu'on peut pas dire ça chez Sony, on va l'appeler le pied de gamme, ce Bravia 7 qui représente l'accès à la technologie LCD mini LED. On a ensuite le Bravia 8 dont je vais vous parler dans cette vidéo comme vous l'avez vu dans le titre. On a le Bravia 9 qui lui représente le téléviseur LCD mini LED haut de gamme et même qui chapeaute toute cette gamme 2024. Et puis le haut de gamme de l'OLED est incarné par le A95L qui est un produit de 2023 qui a été reconduit sur 2024, téléviseur QD OLED plus précisément puisqu'il est doté d'une dalle Samsung Visual Display. Vous pouvez d'ores et déjà retrouver le test dans la description. Pour en revenir à notre produit qui nous intéresse ici, comme je l'ai dit, c'est l'accessibilité, si on peut dire ça comme ça, puisqu'on est quand même sur une marque premium à la technologie OLED et aux produits de chez Sony, des produits qui ont encore une belle aura, mais qui forcément, premium oblige, ne vous laisseront pas insensibles sur le coût que cela représente ou pas. On verra, ce sera à vous de juger. Comme d'habitude, cette vidéo est chapitrée et donc vous pouvez vous rendre à la partie qui vous intéresse le plus. Je vais naturellement commencer par les caractéristiques techniques, ergonomie, matériel, qualité de l'image, etc. Et pour ces caractéristiques techniques, je vais d'abord vous préciser qu'on est là en présence d'un produit qui vient concurrencer le LG OLED C4 par exemple, ou encore un S90D de chez Samsung. Donc des dalles White OLED que je qualifie de classiques, non pas en opposition, mais en distinction de ces panneaux dits Meta 2.0 cette année, que l'on va retrouver notamment sur l'OLED G4 de chez LG, ou encore sur le M4. Ça, ce sont les produits qui sont dotés des fameuses micro-lentilles, le MLA, mais aussi des algorithmes Meta Booster Max. Donc, ce qu'il faut retenir et ce qui est intéressant sur le produit de chez Sony, c'est qu'il est compatible HDR10, il est compatible Dolby Vision, il est compatible également avec l'IMAX, et donc on a aussi le support du DTS. Ça, je sais que c'est cher à certains d'entre vous, et on va retrouver cette fameuse puce, ce fameux processeur Bravia XR Cognitive Processor. C'est comme ça que l'appelle Sony dans sa dénomination marketing, et c'est ce qui traduit également différents traitements d'image, le fameux XR OLED Motion, etc. Le Triluminos aussi pour la partie colorimétrie. Mais ce qui est surtout ici à retenir, c'est qu'en fait au cœur on a une puce Mediatek MT5897, alias en fait une Pentonic 1000, c'est peut-être comme ça que vous la connaissez. Et c'est plutôt une bonne nouvelle déjà que Sony nous ait pas remis un Pentonic 700 dans un produit de ce calibre-là et à ce prix-là pour 2024. On a 6 Go de mémoire vive, on voit qu'on a 16 Go de capacité de stockage pour vos applications, etc. En revanche, ça ne change pas la partie interface connectivité, puisqu'on est toujours sur deux prises HDMI 2.1 pour accéder à la partie gaming Ultra HD 120 Hz. Attention, on n'est pas sur du gaming en 144 Hz sur ce produit-là. C'est un petit peu dommage, c'est un petit peu un regret. Certains diront qu'entre 120 et 144, il n'y a pas de grosse différence, mais je pense quand même que pour les joueurs sur PC, puisque sur les consoles, il n'y aura pas de sujet, le 144 est toujours le petit truc en plus qu'on aime utiliser. D'ailleurs, les logiques de VRR, d'Auto-Low Latency Mode, etc. sont gérés, FreeSync Premium, mais aussi G-Sync. Je suis là-dessus tout simplement pour vous dire que si vous êtes joueur, n'oubliez pas surtout d'aller notamment dans cette partie gestion des entrées externes et d'aller activer à minima pour toutes les sorties le format amélioré. Donc ici HDMI 1 et 2 ne vous proposera que du format standard ou du format amélioré, puisque les prises qui sont dédiées au gaming, les connecteurs dédiés au gaming, vont vous offrir cette fois-ci le format amélioré 4K 120 Hz VRR et cette fameuse SBTM sont disponibles sur les prises 3 et 4, et donc il faudra penser à aller les activer au préalable pour que ça fonctionne bien, pour accéder notamment aussi au Dolby Vision 120 Hz. Ce qui m'emmène à vous parler maintenant des prix de ce Sony Bravia 8. Alors, il s'appelle Bravia 8, mais vous en faites pas, Sony a toujours un nom de code un petit peu à rallonge, K65 XR80. Les Bravia 7, ce sera XR70, les Bravia 9, ce sera XR90 avec la diagonale d'écran juste avant, et là, 65 XR80. Le 55 pouces est affiché à partir de 2000 €, le 65 2005, et le 77 pouces, il est à 3800 € par rapport à du LG.
encore une fois, qui démarre à 42, 48, dont j'en parle pas ici. Le 55 pouces est à 1499 €, le 65 est à 2199, 77 3299, 83 4999 €, quasi 5000 €. Et chez Samsung, ce S90D, qui pour moi est également un produit concurrent, alors, il y en aurait d'autres, hein, du côté de chez Philips, mais bon, voilà. 55 pouces, c'est 1499 €. Le 65 pouces, qui est le seul d'ailleurs de cette gamme à être doté d'une dalle QD-OLED de Samsung Visual Display. J'en ai déjà parlé sur la chaîne, mais on a un mix de technologies entre le White OLED et le QD-OLED sur le S90D. Et le 65, il semblerait que ce soit bien celui qui est en dalle QD-OLED, pas les autres diagonales. Donc le 55, c'est 1499, le 65, c'est 2199, 77, 3199 et le 83 est même plus cher que chez LG puisqu'il est proposé à 5299 €. Tous ceux qui souhaiteraient évidemment en savoir plus sur l'évolution de ces tarifs, c'est là que je vous indique que vous retrouverez dans la description des liens d'affiliation qui vont vous permettre, si ce téléviseur vous intéresse et que mon travail vous plaît, eh bien de rétribuer ce travail en passant par les liens d'affiliation. Ça ne vous coûte absolument pas plus cher, sauf que du coup, eh bien, je touche une commission, petite commission à vrai dire, sur vos achats, sur les différentes boutiques. Ces différentes boutiques, elles sont recensées par mon partenaire d'affiliation qui vous propose d'ailleurs eh bien d'accéder à une forme de comparateur de prix, moteur de recherche, bref. On est sur le groupe de discussion Discord, là aussi le lien est dans la description. Vous allez avoir un canal, enfin des canaux qui sont, puisqu'on en a deux, qui sont câblés avec ce bot dans lequel vous allez pouvoir venir coller votre lien ou coller un lien d'achat par exemple. Vous allez aller dans une boutique, vous allez copier le lien, l'URL, vous allez venir sur mon Discord, vous allez la coller et le petit robot va vous dire s'il l'a trouvé moins cher ailleurs ou pas et vous afficher même une courbe d'historique de prix. Donc voilà, donc c'est un service que je vous propose au travers du Discord, pour lequel moi aussi, il faut que j'y laisse une certaine participation, mais je me dis que vous, ça vous permet de faire des bonnes affaires, et puis moi, ça permet aussi de rétribuer le travail, donc ça c'est plutôt win-win pour tout le monde, et ça se passe via le Discord. Allez, chapitre suivant, l'ergonomie matérielle, parce qu'il faut bien justifier le tarif. Il y a quand même quelque chose qui opère lorsqu'on a un téléviseur de chez Sony, c'est la qualité de fabrication. Il faut bien reconnaître que c'est quand même très très bien fini. Ils vont pas aller chercher les trucs ultra fins. Le châssis, il n'est pas super fin. C'est pas le cas du tout. Il est légèrement bombé. Je dirais que sur sa partie la plus grosse, il doit pas être loin des 4 cm d'épaisseur. En matière de finition, c'est très propre en tout cas. Les pieds sont réglables selon deux positions en hauteur. Ici, ils sont volontairement en position haute. J'ai placé le lecteur Blu-ray juste en dessous. Et on est sur une hauteur de dalle à 8 cm au bas du châssis, comme je le précise toujours, et on est environ à 10 cm au bas de l'image. Avec 8 cm au bas du châssis, vous allez pouvoir positionner, je pense, une grande variété de barres de son sans être trop embêté. Vous pouvez les positionner ici dans cette version la plus étroite, ce qui vous sépare les pieds sur les bords extérieurs d'environ 58, allez on va arrondir, on va dire 60 cm, et dans la position large, on est environ sur 122 cm entre chacun des pieds. Voilà, ça c'est les points qui sont assez intéressants. Je ne sais pas si je l'ai dit, mais donc on a la position haute et la position basse. Vous retirez environ 4 cm à cette configuration-là, ce qui va vous permettre d'avoir un petit jour quand même en dessous du TV, mais forcément ça va être quand même beaucoup plus bas, et ça c'est quand même quelque chose de très bien. Donc là-dessus, j'ai plutôt envie de dire bravo Sony pour cette partie ergonomie. Attention, il y a un autre point sur lequel j'ai envie de dire bravo là aussi, parce que ça me plaît bien, mais il faut pas oublier qu'on est quand même sur une logique de fabrication, de construction de produits plastiques, hein, et là c'est les télécommandes. Bon, je vais quand même retenir une bonne idée de ce que nous propose ici le constructeur, c'est qu'on a une petite télécommande qui elle est rétroéclairée, et ça fait toute la différence je trouve. Petite télécommande rétroéclairée qui fait appel donc à ce fameux sort-place, c'est aussi pour ça qu'elle a des petits points bleus, c'est de l'utilisation de matériaux recyclés. Elle se recharge en USB type C, donc il n'y a pas de pile, elle est compacte, elle est Bluetooth avec son micro, donc ça marche très bien. Et ensuite on a une télécommande plus traditionnelle qui ressemble cette fois-ci à une ancienne télécommande, et c'est ce qui me fait un petit peu regretter un petit sujet, c'est que certes on a les touches numériques pour aller changer
changer lorsqu'on va regarder la TNT directement depuis le téléviseur, etc. Mais on n'a pas d'accès à ces services connectés. Voilà, je pense que c'est pour une logique de taille. Le constructeur a voulu garder deux télécommandes plutôt relativement compactes. Et puis, évidemment, vous allez retrouver dans les fonctionnalités logicielles toujours la possibilité de la retrouver, cette télécommande. Vous allez retrouver aussi la possibilité d'utiliser le micro de la télécommande pour calibrer la partie acoustique. Voilà pour la partie ergonomie matérielle, ce que j'avais à en dire naturellement. Il y a du rétroéclairage derrière, mais c'est pas du tout lié au téléviseur. Je vais maintenant vous parler de la qualité de l'image avec ici cette image fixe du Blu-ray disc de Spears & Monsil. Vous commencez à le connaître si vous êtes abonné à la chaîne, et tout ça pour vous dire en préambule que peut-être déjà vous avez remarqué que les réglages de la caméra ont un petit peu changé. Ça a un impact sur moi et ça a un petit peu changé parce que forcément on passe sur des contenus HDR et que ce téléviseur, même s'il n'a pas autant de ressources que certains modèles qui sont passés par ici, même comme ça, il a fallu que j'abaisse ici dans le mode Dolby Vision sombre la luminosité à 20. Je le précise encore une fois, et même comme ça, même si je le précise, j'arrive encore à avoir des commentaires qui disent que l'image paraît un peu terne, etc. Oui, dans ce cadre-là, avec les éclairages et ce que voit la caméra, le téléviseur, je ne vais pas le refaire à chaque fois, mais je suis obligé d'abaisser un petit peu la luminosité, sinon là-dessus, par exemple, sur le blanc, vous ne verrez rien, l'image serait complètement cramée, ce qui ne m'empêche pas pour autant de vous dire que quand je fais les images d'illustration, comme je suis derrière la caméra en temps réel, je peux appliquer les bons réglages en temps réel pour garder cette logique de dynamique et une image bien visible, mais vous devez de toute façon déjà voir que ce téléviseur livre l'expérience Sony. Alors certes, ici c'est un Blu-ray, il faut multiplier les contenus, il faut multiplier l'accès aux services, qu'il s'agisse de streaming, ou qu'il s'agisse de Blu-ray, ou qu'il s'agisse de TNT. On va retrouver la patte Sony. C'est vrai que je rejoins ce que peuvent raconter les gens, on prend assez peu de risques de dire que Sony a toujours ce savoir-faire sur la qualité de l'image, sur ce Bravia XR Cognitive Processor. C'est quelque chose qui fonctionne. On a un processeur qui nous livre cette impression d'avoir toujours un upscaling qui est juste, un traitement de la fluidité qui est juste. Alors attention, rapport à la fluidité aussi, vous allez aussi avoir sur ce téléviseur OLED cet effet un petit peu de saccade de ces contenus que l'on va pouvoir avoir en 24p. Si vous êtes complètement allergique, il faudra passer par les menus du TV. Très rapidement, je vais en parler parce que je ne vais pas revenir très en détail sur la partie ergonomie logicielle parce qu'on commence à le connaître, cet OS de ce Google TV à la sauce Sony, mais vous savez qu'il a ma grande préférence parmi beaucoup de choses. Pour la partie mouvement, c'est là qu'on va retrouver la technologie Motion Flow qui permet de régler la fluidité de l'image, et on va aussi avoir la partie clarté. On est ici dans un mode expert, on a la désactivation du Motion Flow, et on a ensuite aussi un mode auto. Puis il y a par ailleurs également, en fonction des profils d'image, parce que là on est en Dolby Vision, donc certaines choses ne seront pas disponibles, on peut avoir du Expert 1, etc. Et du coup, il y a un petit truc qui me chagrine presque maintenant. Par défaut, la fluidité caméra et la fluidité ici film sont à 1. Et il est vrai que, du coup, pour avoir fait un petit peu mumuse avec, et les patterns de test justement de Spears & Monsil, on voit qu'on a à 1 où on a donc cet effet 24p, avec cet effet un petit peu de saccade dans l'image. On va pouvoir aller sur fluidité film et le passer à 2. Ça va grandement améliorer les choses, mais ça va toujours laisser peut-être un effet de saccade, ou un effet de mouvement en tout cas, qui est accentué d'ailleurs par le temps de réponse ultra rapide des OLED. Le téléviseur LCD peut-être provoque quelque chose d'un petit peu plus flou de mouvement, plus que d'effet de saccade. Là aussi, je vous laisserai vous exprimer sur ce point de vue et ce constat que je peux faire moi quand je varie un petit peu les tests. Ensuite, on va avoir cet effet max, mais là on va vraiment se rapprocher beaucoup de l'effet caméscope. Et du coup, vous me connaissez aussi, j'aime bien aller un petit peu titiller les marques, et je me dis que avoir juste un palier minimum 1, 2 et max, c'est peut-être pas assez. Voilà, il faudrait peut-être réussir à ajouter des petits crans, là, messieurs, dames de chez Sony, offrir un petit peu plus de paliers sur cette compensation de mouvement, parce qu'on l'a vu sur le Discord, notamment lorsqu'on discute sur les réglages à appliquer sur le C89B et à d'autres modèles également, on voit bien que certains ont des fois c'est 5, des fois c'est 7, des fois c'est 8, des fois c'est 4, et donc les gens exploitent assez largement finalement ces logiques de compensation de mouvement, et peut-être que du coup du côté de chez Sony ça va commencer à manquer un petit peu, mais dans l'ensemble vous ne devriez pas être déçus. Sur la partie upscaling, rien à redire aussi. J'ai regardé effectivement
pas mal de Blu-ray. J'ai accédé également à pas mal de contenu sur Netflix aussi. J'ai regardé également la TNT, essentiellement ici dans la configuration de mon salon, sur la box opérateur, mais le téléviseur, il était dans mon bureau également. La TNT, ça fonctionne bien, pas de sujet. La télécommande est agréable pour manipuler tout cela. Dans l'ensemble, Sony nous fait du Sony et ça fonctionne bien. Pour autant, il y a un truc qui est pénalisant. Et là, au-delà même du fait que je vous l'ai déjà dit à de multiples reprises, moi dans mon salon, même si c'est l'hiver actuellement et que je n'ai plus le grand soleil de l'été qui traverse mes deux baies vitrées et les pavés de verre qui sont actuellement masqués pour ne pas se refléter dans la dalle, bah ça reste des téléviseurs qui sont brillants. Et même si aujourd'hui les téléviseurs LCD sont également très très brillants eux aussi, eh bien la limitation de la luminosité fait que ça peut poser des problèmes. Et donc on est souvent contraint un petit peu de baisser les stores ou fermer les volets ou tirer les rideaux. Vous avez compris un petit peu la démarche. Le sujet, c'est qu'on est là sur une dalle White OLED, comme je l'ai qualifié un petit peu au début, de base, qui livre forcément une qualité d'image lorsqu'on est dans la pénombre qui est plutôt intéressante, mais qui, lorsque l'on s'intéresse un peu aux résultats des mesures, encore une fois, vous aurez une vidéo vraiment dédiée à cela, à cette partie résultat des mesures, où j'y reviendrai vraiment de manière plus détaillée. Eh bien, on se rend compte que la performance est même un cran en dessous de ce que propose, ou en tout cas de ce que semble proposer la concurrence, parce que je n'ai ni eu le S90D, ni eu le LG OLED C4, que je ne les ai pas testés, mais on serait quand même sur le papier, a priori, un petit peu en dessous sur ce Sony. Pour ma part, j'ai relevé une luminosité en pic qui est inférieure à 800 nits, encore une fois, je vous donne les grandes lignes, et lorsque le pattern est affiché à 100%, on est en dessous des 200 nits, aux alentours des 190 nits, avec une fidélité des couleurs, là encore, en fonction du mode choisi, qui se situe entre 3,2 pour le delta E moyen sur une soixantaine de mesures, et 1,74 pour le mode Dolby Vision, plutôt en forçant le DCI-P3, etc. C'est un petit peu les mesures au mieux que j'ai pu obtenir avec ce TV, sachant que l'on a un mode cinéma, mais que l'on n'a pas de mode filmmaker sur ce téléviseur. On le rappelle, en revanche, on va retrouver un mode professionnel qui lui aussi offre une configuration un petit peu différente, que ce soit à la fois dans l'approche des traitements de l'image ou que ce soit dans les réglages de la qualité de l'image, enfin dans le calibrage de la dalle. Alors au-delà de ces quelques mesures sur lesquelles je reviendrai encore une fois dans la vidéo détaillée, c'est vrai que le plus important presque c'est la perception qui nous intéresse ici, et cette perception elle est bonne dans l'ensemble. Encore une fois, tout semble très juste. Mais pour autant, je sors actuellement de tellement de tests de téléviseurs mini LED qui avaient une sacrée patate entre le C89 et le U8NQ de Hisense. Encore une fois, lui aussi, vous avez le lien dans la description qui est présent si vous souhaitez aller voir ce test. Que du coup, je remarque ce que je pointais déjà depuis longtemps, ce que je pointe depuis longtemps, c'est-à-dire qu'il y a tout un pan de l'information, de l'image qui manque. C'est-à-dire que voilà, je vais avoir des scènes, par exemple, une personne avec des cheveux bruns assez sombres, que ce soit un homme ou une femme, les cheveux, on va vite manquer d'informations dans les cheveux. On va avoir un espèce de tas noir assez peu détaillé, encore une fois, en fonction de ce qui est montré dans la scène, en fonction de dont c'est filmé, en fonction d'essais éclairés, et puis régulièrement aussi sur des séries Netflix ou autres, à noter d'ailleurs qu'il y a un Netflix Calibrated Mode, et en fait, pareil, dans des costumes un peu sombres, il va manquer des informations, parfois costume noir dans le col, parfois dans les plis d'une veste, donc il y a plein de choses qui me manquent, que je remarque toujours et qui sont d'autant plus flagrantes pour moi que je sors d'une multitude de tests de télé LCD et aussi de téléviseurs OLED avec que ce soit du QD OLED comme le S95D ou du G4 avec les dalles Meta 2.0, et ça se voit du coup, c'est forcément quelque chose qui m'impacte de plus en plus. Alors j'ai envie de vous le traduire comme un attention, mais je vous l'avais déjà dit, j'avais déjà dit que ces trucs-là manquent notamment de cette puissance lumineuse et de ce petit boost, ce petit travail dans les luminosités, dans les basses lumières, dans les zones un peu, l'échelle de gris, dans les zones un peu sombres de l'image, qui fait qu'on va réussir à déboucher. Ça, c'est compensé de manière un peu électronique, enfin un petit peu bidouillé par les marques. Samsung nous l'a annoncé que c'est quelque chose qui débarquerait par différents biais, que ce soit sur le gamma, que ce soit sur d'autres astuces,
pour faire en sorte que les zones sombres de l'image soient un petit peu débouchées artificiellement, quitte à sortir justement des valeurs de la mesure des courbes OTF, luminance, etc., d'avoir comme une petite bosse qui fait qu'on est au-delà de ce que devrait faire le téléviseur, mais visuellement, ça passe mieux. Tout ça pour vous dire que c'est notamment avec ça en tête que j'ai contacté les équipes de Sony en leur disant « Sur les mesures que j'ai obtenues, il y a déjà des petites choses qui me font penser qu'il y a un choix stratégique qui a été appliqué entre le mode cinéma, le mode professionnel, les modes Dolby Vision, etc. Et je ne peux que les remercier parce qu'ils ont pris le temps de me répondre. Je vais vous reprendre ici ce qui m'a été clairement indiqué, notamment sur la partie HDR cinéma. Ils m'ont dit ce mode-là va être fait pour être un petit peu flatteur dans la reproduction des contenus. Donc on va avoir quelque chose qui va plutôt aller vers un rendu un peu dynamique. Parce que je pense, encore une fois, et ça c'est moi qui le dis, que les marques se sont rendues compte que les téléviseurs LCD mini LED, aujourd'hui, entre la multiplication des zones, la multiplication des diodes et les montées en puissance lumineuse, que les téléviseurs OLED commencent à être sérieusement challengés sur là où ils dominaient le game, à savoir la production des noirs parfaits. C'est pas encore, on n'a pas que des noirs parfaits sur tous les téléviseurs LCD mini LED, mais forcément, on voit bien que dans cette compétition, le LCD mini LED commence à s'en sortir de mieux en mieux aussi. Et le LCD mini LED est capable aussi de plus en plus de produire des échelles de blanc qui sont également des échelles de gris qui sont très propres. Ça démarrait déjà avant, mais surtout, ils sont capables de le faire avec un peu moins d'effet de blooming que par le passé. Donc, je pense qu'ils se rendent bien compte qu'il y a match, qu'il y a challenge, et donc ils créent des modes cinéma qui, à l'œil, vont aller peut-être un peu au-delà de tout cela, sortir un peu des jolis codes, des belles mesures que nous, on va pouvoir faire. Sony, clairement, me déconseille de faire les mesures en mode cinéma, en me disant... Il faut mettre le TV en mode professionnel et non cinéma. Le cinéma applique un traitement à l'image qui le rend inadapté pour les mesures nécessitant une reproduction pure. Donc ça déjà c'est vachement bien parce que Sony assume clairement le fait qu'ils sont sur un mode cinéma qui effectivement applique des changements un petit peu différents à la qualité de l'image. Ensuite, ils m'ont également répondu à d'autres questions sur lesquelles je les sollicitais sur ces fameuses courbes EOTF et luminance qui sont donc un peu au-dessus. Ils me disent, encore une fois, assure-toi que tu es bien en mode professionnel. Le suivi EOTF est limité sur le Bravia 8. Ce problème peut être atténué en réglant la luminosité de pointe, peak luminance, sur moyen via l'interface. Mais la luminosité maximale sera alors réduite. Nous optimisons la qualité d'image en équilibrant la technologie de panneau et le traitement du signal. Donc en fait, comme je vous l'ai dit, ils se sont rendus compte qu'ils ont une dalle qui, d'une certaine manière, a des contraintes, a des limitations, et ils composent avec cela. Cependant, nous reconnaissons qu'avec les derniers panneaux White OLED et le traitement du signal Sony, de tels phénomènes peuvent survenir. Donc encore une fois, le côté courbe OTF et luminance, pas complètement dans les clous. Pour résoudre ce problème, nous recommandons de régler la luminosité de pointe sur moyen. Bien que cela réduise la luminosité par rapport au réglage par défaut, cela permettra une image plus fidèle au signal d'entrée d'origine. Mais naturellement que tout ça va aussi peut-être dégrader un petit peu le ressenti de l'image. J'avais pu remarquer que la reproduction du blanc était un petit peu différente sur ce téléviseur OLED et ça se vérifiait par l'échelle de mesure, la mesure de l'échelle de gris et de la température des couleurs. On avait un blanc qui était régulièrement tiré vers le bleu. Sony a décidé, encore une fois là-dessus, de sortir un petit peu des clous et de se fier plutôt à leur expertise et à ce que l'on va retrouver sur, en l'occurrence, le moniteur de référence. Et là, du coup, quand vous réagissez notamment dans les commentaires ou que vous m'envoyez des messages en me disant « c'est marrant, quand je bascule en mode filmmaker, j'ai l'impression que le blanc il devient rouge ou qu'il devient un peu jaune, que la température est un petit peu trop chaude selon ma vision du blanc », eh bien du coup, on rejoint un petit peu ce propos-là, Sony corrige ça. C'est pour ça que des fois, je vous dis, si vous trouvez l'image trop chaude, vous allez dans les températures des couleurs et puis vous la descendez d'un cran. La température de couleur pré-réglée pour les modes professionnel et cinéma du Bravia 8 est définie sur Expert 1. Cette température de couleur vise à obtenir une correspondance précise des couleurs avec les moniteurs de référence Sony utilisés comme norme dans l'industrie de la production. Ces moniteurs de référence appliquent le décalage Judd
ou diode offset, c'est donc un décalage de ce point blanc, ce qui signifie que les téléviseurs afficheront un niveau de gris légèrement bleuâtre pour correspondre à l'apparence du moniteur de référence. Moi, ça me va. Je suis absolument pas choqué par ce que j'ai là. J'ai un blanc qui, effectivement, colle un peu plus à ma logique du blanc. Ça sera sans doute un peu différent de ce que j'aurais ici si j'avais un autre téléviseur White OLED de chez LG, par exemple un C4, mais c'est assumé et c'est expliqué par Sony. Et il complète, Sony estime que la configuration d'usine d'origine offre une bonne expérience visuelle grâce à une excellente correspondance des couleurs avec les moniteurs de référence. Cependant, si tu veux obtenir un point blanc D65 d'origine, ajuste les gains RVB à l'aide de ton équipement de mesure des couleurs, puisque je leur ai dit quel équipement j'avais, donc je le rappelle, la sonde C6 HDR 6000 que vous le voyez là, HDR 5000 pardon, de Portrait Display qui est là, et le Portrait J1 qui me permettent naturellement d'aller faire ce genre de choses. Pour vous, ça va être du feeling ou le passage d'une personne comme Cédric Louis, par exemple, qui viendra vous faire du calibrage à la maison. Tu obtiendras un meilleur résultat avec un point blanc ajusté manuellement, ce qui améliorera aussi toutes les autres vérifications de précision des couleurs. Sous-entendu, les autres dérives que j'ai pu relever dans les mesures des couleurs, eh bien, seront naturellement corrigées également. Et d'ailleurs, là où ça réconforte le fait que c'est un choix technique de la part de Sony, c'est que le mode Dolby Vision, lui, est impressionnant dans sa calibration. C'est impeccable. Le seul sujet, pour moi, eh bien, c'est que ces dalles White OLED sont, je pense, quand même limitées dans leur polyvalence, avec un pic de luminosité qui est quand même pas dingue, une gestion de la ressource lumineuse sur la dalle qui va quand même s'imposer de se faire un cadre idéal pour ces séances cinéma. Et encore une fois, c'est peut-être aussi parce que je sors de tous ces tests de téléviseurs mini LED ultra punchy, mais pour tout le reste, c'est savoureux par les traitements de l'image, c'est savoureux par la logique de fluidité, même si j'aimerais certains paliers supplémentaires. À aucun moment, je me suis dit, voilà, le processeur, il fait n'importe quoi, ça n'existe pas chez Sony, j'ai envie de dire, franchement, c'est vraiment une belle expérience au global. Et puis surtout, encore une fois, vous aurez de tels réglages d'image dans les menus que vous pourrez peu ou prou faire ce que vous voulez, sauf pour la partie luminosité de l'image où il va falloir composer avec ce que la dalle elle-même est capable de faire. Là, il n'y a pas de sujet là-dessus. C'est comme ça. Bon, c'est comme ça. Et puis surtout, on est sur un téléviseur premium, donc il faudra le savoir. C'est ça. Pour le prix de ce 65 pouces en OLED, vous pouvez vous acheter un téléviseur LCD mini LED plus punchy, mais c'est peut-être pas ce que vous recherchez. Donc il en faut pour tous, et Sony, c'est un téléviseur premium, c'est un téléviseur, une marque premium, comme je l'ai dit, avec les multiples avantages de sa conception, de sa qualité de l'image, etc. Alors quelques mots quand même sur la partie audio, parce que c'était plutôt une bonne surprise. J'ai dit, ces deux actionneurs, 13 watts, de Twitter 10 watts, un petit caisson de base de 10 watts, et franchement, Sony a plutôt bien bossé, ça fonctionne bien. Je serais pas surpris que ce soit meilleur que ce qu'on a sur un OLED C4, parce que dans la conception du TV, c'est que c'est compliqué aussi, le TV est plutôt assez fin en partie haute, ça doit être regroupé plutôt en partie basse, il ne va pas y avoir la même logique de son qui nous arrive peut-être plus directement, un équipement moins 10 ans. Mais là, Sony a bien bossé. Je ne sais pas ce que ça donne par rapport à un S90D, parce que Samsung aussi travaille plutôt bien sur la finesse des HP, etc. On sait qu'ils arrivent à faire des choses assez surprenantes sur certains modèles, avec l'OTS+, l'AVA, etc. Et là, c'est plutôt pas mal. Je sais que c'est compliqué pour moi de vous partager la restitution au travers de mes deux petits micros. Néanmoins, allez, je vous mets quand même cette petite boucle de démo.
sur cette partie jeux vidéo, et ben c'est aussi là qu'on va retrouver certaines limitations techniques de cette dalle. Avant d'en arriver là, ici c'est la Xbox qui tourne, mais naturellement j'ai aussi utilisé la partie PC. Et il y a des choses à dire, en bien comme en moins bien aussi. Le moins bien, c'est, je l'ai déjà un peu abordé avec l'absence du 144 et plutôt du 120. Certains vont dire, ouais, bon, ça fait pas une grosse différence, mais quand même, l'idée, ça serait qu'on soit au moins un peu raccord avec ce que peuvent proposer les autres. Et les autres, eh bien, proposent aussi la Game Bar. Bah, chez Sony, on a la Game Bar aussi, qui visuellement, je la trouve plutôt élégante, mais qui, là encore, est plutôt version un peu moins 10 ans. C'est-à-dire qu'on a un mode jeu Dolby Vision, et dans la partie gaming PC, de mémoire, je crois qu'on n'a que quelques modes. On est sur du FPS et sur du RPG, donc c'est assez peu de modes d'image de disponibles. Et on a également eh bien, la possibilité d'activer ou de désactiver le VRR. Et ensuite, on va retrouver pour le coup un truc qui est déjà annoncé par Sony depuis un moment et qui est un petit peu amusant, c'est la possibilité de faire varier la taille de l'écran. Si jamais justement je veux plutôt avoir une petite portion de l'image parce que j'ai besoin d'avoir un champ de vision rétréci, j'ai un grand 77 pouces et je veux faire du titre compétitif, je veux juste que mon œil ait bien une vision globale sur toute l'image, je peux agrandir ou réduire comme ça et ça a naturellement un impact instantané sur la consommation électrique. Regardez, je vais le remettre en plein écran, on va attendre un petit peu que le capteur détecte tout cela. On serait sur 108, 150 watts ici. Hop, je vais réduire, on va passer très vite à moins de 50 watts. Là, on est à 90. Hop, je pense qu'il va continuer de réduire, 90, 56 watts. Vous voyez, donc c'est forcément, comme tous les pixels autour sont éteints, eh bien, la luminosité ne se focalise plus que ici. Alors ça, j'ai testé sur console et j'ai testé aussi sur PC. Et en fait, bah, je ne vous cache pas que je ne suis pas spécialement fan parce que j'ai quand même eu l'impression qu'à l'usage, en l'occurrence sur Counter-Strike, que ça me rajoutait une forme de latence. Pour moi, l'effet n'est pas très clair. Voilà. Ça demande peut-être un partage de votre part, des retours d'une communauté plus large, j'allais dire un retour d'expérience plus complet pour moi, mais je pense l'avoir quand même utilisé assez longuement. Et systématiquement, j'avais un truc ça ne me convenait pas. Dans le feeling, ça ne me convenait pas. On va voir après si ça change quelque chose dans la réelle mesure de l'input lag. Je rappelle que l'input lag, c'est la latence à l'affichage. Le temps de réponse de la dalle OLED, lui, reste le même. Il est quasi nul pour une dalle OLED puisque ce sont des pixels auto-émissifs versus le LCD qui a un rétroéclairage et des natures de dalles entre VA, IPS, etc. qui sont un petit peu différentes aussi sur cette logique de temps de réponse. Donc voilà, donc une fonction qui existe, qui ne m'a pas spécialement convaincu, je serai assez clair aussi là-dessus. Et ensuite, sur les téléviseurs LCD et OLED également, eh bien, on a la possibilité de demander au TV d'appliquer un petit boost artificiel dans les zones sombres de l'image. Ici, il est en mode non. Et donc, c'est pour ça que vous avez cette image qui vous semble un peu éteinte. Alors, au-delà du fait qu'on est aussi par le biais de la caméra, et vous avez les images cette fois-ci d'un titre où on voit bien ce qu'il se passe lorsque je passe de la désactivation au mode bas de ce système, ensuite au mode moyen et au mode haut, et on voit bien que l'impact est assez important, comme ici aussi sur cette scène, là je suis en mode haut, ici il est coupé, mode bas, mode moyen ou mode haut, forcément on a un vrai écart de luminosité qui se passe. Le seul truc, eh bien, c'est que comme cet écart, comme ce traitement est purement une gestion un peu électronique et qui compose avec les limitations de cette dalle, eh ben ça fait pas toujours des merveilles. Donc on a parfois un rendu un peu trop délavé. Moi je trouve que le coupé c'est très très sombre. C'est très très sombre sur une grande variété de titres. Sur d'autres ça fonctionne bien, typiquement sur F1 2024 comme le titre lui-même est plutôt quelque chose de très lumineux, ça va convenir. Si jamais on le coupe, on va pas être choqué. Le mode moyen est ce que j'ai sans doute utilisé de plus dans les titres que j'ai parcourus moi. Mais là, par exemple, sur Forza, on pourrait être tout à fait sur juste bas. Je pense qu'encore une fois, lorsqu'on n'est pas sur des missions, enfin, lorsqu'on ne circule pas dans des conditions de nuit sur le jeu, ça fait l'affaire. Ça gère tout ce qui est Dolby Vision jusqu'à 120. Alors j'ajouterai un point aussi assez important que j'ai peut-être non pas négligé, mais pas assez rappelé dans les autres vidéos de test que j'ai pu publier dernièrement, c'est la nécessité d'aller quand même jeter un œil du côté des options de calibrage HDR, que ce soit sur la console ou que ce soit dans les jeux
parce que je pense que l'essentiel des titres propose aujourd'hui cette fonctionnalité. On sait qu'il existe le HGIG, hein, qui est un petit peu le HDR pour le gaming. Hein. Il y a différentes marques, consortiums, éditeurs, voilà, qui sont associés dans tout ça pour être capable d'interpréter les signaux HDR entre la source et l'afficheur. Je l'ai fait pour les jeux sur console et aussi notamment sur Call of Duty Black Ops 6, cette fois-ci sur PC, où la qualité d'image me convenait pas du tout. Je me suis dit, waouh, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? C'est pas beau. Alors bien évidemment, quand on est sur PC, en plus, il faut penser à aller activer certains réglages de l'image. Mais quand on change le HDR, ça a bien marché. Et là, je me suis dit, ok, là c'est bon. Sony détient quand même un téléviseur qui peut aussi faire du gaming en 120. Encore une fois, les limitations techniques de luminosité sont là, mais on arrive à avoir quelque chose de plus polyvalent. Donc pensez-y quand même à faire ça si vous trouvez qu'il y a un petit truc qui ne convient pas. Juste, ça prend quelques minutes et c'est une bonne indication, c'est un bon moyen de communiquer entre la source et l'afficheur. Voilà, je pense qu'il faut le faire quand même. Input lag, la latence qui existe entre le moment où la prise HDMI reçoit un signal, l'électronique traite ce signal et l'affiche à l'écran, et c'est cette sonde ici photosensible qui mesure cette latence qui est de 164 millisecondes. Volontairement, je savais qu'elle serait énorme parce que je ne suis pas dans le bon mode d'image. C'est juste pour vous dire que forcer une source en mode jeu passe par la petite ici touche de la petite clé à molette, et ensuite vous avez, enfin la petite clé, la paramètre, et ensuite on a ici type de contenu, on va basculer sur jeu, et vous allez voir que forcément on a tout de suite quelque chose de totalement différent puisque l'on est à 12,5 millisecondes. Et maintenant, quand j'appuie sur cette touche ici menu qui me permet de faire afficher la game bar, on va juste s'assurer que cette partie réglage des zones sombres, donc cette fameuse fonction qui permet de déboucher un peu les zones. Donc on a le mode bas, le mode moyen, le mode haut. Aucune incidence sur l'input lag. On va juste regarder donc ce que ça donne en mode jeu RTS. Ici en mode jeu standard, pas de changement. Et ici en mode jeu FPS, ce sont les trois modes qui sont proposés. Comme je vous l'ai dit, je trouve que c'est un peu mince par rapport à ce que propose parfois la concurrence, et on n'a aucune option, j'ai l'impression, de personnalisation visuelle. En revanche, je vous ai dit que j'allais vérifier si ma perception, mon impression que quelque chose se passe lorsque l'on change la taille d'écran, parce que vraiment, moi j'ai eu tout de suite, mes perfs ont baissé concrètement, notamment sur Counter-Strike. J'avais du mal à obtenir quelque chose de valable, donc je vais commencer par réduire un petit peu de 10%. Je vais la remettre là, je vais bien m'assurer qu'on est bien à 12,5 millisecondes, qui au passage est une très bonne mesure. Hein. On est sur quelque chose de très compétitif. C'est un tout petit peu moins chez Samsung et LG, mais à 12,6 millisecondes, on a moins d'une image de retard en 1080p à 60 Hz. Donc il n'y a pas de sujet. Donc vous voyez, donc à 100%, on reste ici à 12, alors vous voyez, j'ai monté déjà. Déjà, ça a un petit peu changé entre 100 et 98%. Donc, je pense qu'il va y avoir une incidence réelle parce que ce changement d'image repasse, il doit y avoir une instruction qui repasse par la puce, et je pense que ça va rallonger un peu le temps d'input lag. Voilà, on est passé à 13, donc à 73%. Vous voyez qu'on a quand même une image qui est quand même encore assez grande. Je pense qu'on est un peu en dessous d'un 55 pouces actuellement. Je vais continuer de réduire pour aller atteindre peut-être quelque chose qui ressemblerait à un grand moniteur. Là, on doit être aux alentours, je ne sais pas quelle diagonale ça fait, mais à 58%, voilà. Vous voyez, on est à 22,6 millisecondes. On va continuer de baisser. Là, ça serait un peu trop petit. Je pense que là, déjà, l'image, voilà, on est ici à un peu moins de 23 millisecondes ici sur cette portion. Je serais curieux de savoir ici ce que ça donne. Voilà, 21,1, puisque je le rappelle que forcément, l'input lag, c'est le balayage de la dalle, et donc le balayage commence par le haut, et donc si je prends la mesure en haut, elle est toujours moins importante que la mesure en bas, et donc mesure au milieu et la mesure qui est en bas. Vous voyez là par exemple je suis à 22,6, je ne serais pas surpris que ici ça sera supérieur là, et ça va être la même chose si jamais je réaugmente la taille ici à 100%. Vous allez voir que je vais être ici à 8,8 millisecondes. Ici on devrait retrouver donc nos 12,5, 12,6, et ici on devrait être à un petit peu plus, voilà, 16,4 millisecondes. Donc c'est pour ça qu'on la mesure au centre, pour avoir une valeur moyenne. Naturellement, il y a des constructeurs,
lorsqu'ils communiquent sur leur input lag, qui communique la valeur d'en haut, parce que ça le fait bien de dire qu'on a 8,8 millisecondes d'input lag, ce qui n'est pas exactement le cas. Mais vous voyez que finalement, c'est pas que je sois content particulièrement, mais en tout cas le feeling que j'ai eu sur la perception de la latence, en tout cas la perception de l'expérience gaming dans ces plus petits, dans ces écrans réduits, et se vérifie à la mesure. Bon, c'est un détail parce que 23, quelque chose millisecondes, c'est pas complètement déconnant sur une source en 1080p 60, ça rajoute quand même de la latence. Sur le papier, c'est pas complètement délirant. En Ultra HD 120, la latence, elle sera un petit peu différente. Moi, mon boîtier permet pas de faire du 120. Bon, voilà, je suis pas sûr qu'il soit nécessaire d'en dire beaucoup plus. En tout cas, vous avez l'information à la fois sur la possibilité de réduire la taille de l'écran, ce que j'ai pu en constater à l'usage et ce que valide ici la sonde. Là encore, je ne sais pas si d'autres avaient pensé à vérifier cela. Bon, moi c'est fait, je vous l'ai partagé, vous en ferez ce que vous voudrez. Ergonomie logicielle, je ne vais pas trop traîner là-dessus parce que c'est du Google TV à la sauce Sony. Et je vous ai déjà dit un petit peu avant que pour moi, ça fait partie des meilleures surcouches qui sont appliquées à Google TV, avec un menu d'accès rapide qui va permettre, sur une pression de touche de la télécommande, d'accéder aux principaux réglages, des réglages qu'on va pouvoir personnaliser, réagencer, ajouter, supprimer. Vous voyez qu'il y a quand même pas mal de choses ici. Puis ensuite, lorsqu'on arrive ici et que l'on va chercher les paramètres de réglage d'image, ça nous ouvre quelque chose qui va être très bien légendé, encore une fois, selon moi, à vraiment pouvoir intervenir régulièrement, aller choisir pas mal d'options. Mais je l'ai dit, je trouve que maintenant, du coup, ça manquerait peut-être un peu plus, notamment sur le moteur de compensation de mouvement, de petits réglages un peu intermédiaires, avoir plus de crans pour ajuster certaines fonctionnalités, et notamment les mouvements, et peut-être même sans doute la netteté. Vous voyez, on est sur une échelle qui va de 0 à 100. Donc du coup, sur la netteté, on a une plage de réglage qui est quand même plus importante. Création de réalité, tout ça, vous allez avoir des explications. Là aussi, on a plus de plages de réglage. On va encore une fois aller de 0 à 100. Ici, il est réglé sur 20. Donc, vous voyez qu'on a quand même une belle marge de manœuvre et de réglage. Et ça, je compte sur vous notamment pour aller peaufiner un petit peu tout cela. Et puis, pourquoi pas ensuite venir partager vos réglages sur le Discord, puisqu'il y a des fils de discussion qui sont dédiés au partage des réglages que l'on peut appliquer à certains des téléviseurs. Pour un Sony, je pense que ça ne va pas venir des masses se compléter parce que ça fonctionne très bien, sorti de carton d'usine, même si on voit que c'est possible de faire, en tout cas de faire correspondre l'image aux choses que l'on perçoit. J'en reviens à mon système d'exploitation qui est rangé de la même manière, avec le pour vous en haut, film, série, appli, bibliothèque, puis ensuite Sony, qui va être notamment le service Bravia Pictures Core, qui est juste là, avec des contenus en Ultra HD, pour lequel vous aurez des films qui sont offerts, des tickets, et puis ensuite vous pourrez également acheter des tickets supplémentaires pour profiter de ces contenus qui sont d'une qualité incomparable avec ce qui peut être diffusé sur du Netflix, du Disney+, du Prime. Après, je connais un peu moins bien les services d'Apple, mais encore une fois, peut-être que c'est très bien. Ce qui va me manquer toujours, c'est la possibilité de reprendre des contenus directement visionnés sur Netflix, sur Prime Video, etc. depuis la homepage. Et puis, on a toujours ce que je reproche aussi, ce gros bandeau publicitaire qui est certes bien intégré. J'ai l'impression qu'il faut se faire une raison. Il occupe quasiment l'intégralité de la dalle lorsqu'on l'on souhaite comme ça parcourir les différents contenus qui nous sont proposés. C'est de la publicité. Vous payez votre téléviseur et on vous affiche quand même de la publicité. Bon, faut le considérer la chose comme étant de la suggestion de contenu. Et comme c'est du Google et que je suis sur un smartphone Android et que je visionne pas mal de contenu aussi sur YouTube, c'est vrai que ce que l'algo apprend de moi, pour le coup, je vais quand même le retrouver ici sur ce téléviseur. Alors je suis identifié sur mon compte, la homepage serait différente si j'étais sur le compte de ma fille, mon fils ou ma femme. Et voilà, et donc on va retrouver des choses qui pour le coup m'intéresseraient. Alicia Keys, Gad Elmaleh, Ben Stiller, ici le confrère Max Montagnier qui est sur un essai, ici Mathieu qui fait le test de sa tablette Huawei. Voilà, donc des choses, alors c'est pas infini, ça, Chill Pop, je suis pas sûr, bref, mais en tout cas, on est sur des suggestions de contenu que l'on pourrait retrouver via YouTube, et puis l'actualité YouTube, là on sait que on a une personne qui est en train de défrayer la chronique au moment où j'enregistre cette vidéo, et voilà, donc c'est plutôt correctement agencé, assez peu personnalisable, il manque peut-être certaines choses, mais on est sur du Google TV à la sauce Sony,
qui en plus bénéficie encore une fois de ces 2 télécommandes pour aller chercher tous ces contenus. Il est temps maintenant de faire le bilan sur ce Sony Bravia 8 reçu ici en 65 pouces, bilan au coin du feu, et je préciserai juste que comme je suis sur un contenu SDR, j'ai remis ici la luminosité au maximum, et alors ça fonctionne très bien. J'imagine que vous devez presque avoir l'impression qu'on pourrait se réchauffer au coin du feu. Ça fonctionne très bien sur les téléviseurs OLED parce que justement, ils ont cette capacité à livrer des noirs profonds, et puis voilà, ça rend bien, c'est quelque chose, l'OLED aussi a cette logique de précision dans la reproduction qui fait qu'on a presque l'impression que les bûches elles jaillissent, on a un peu l'impression de 3D, cette notion un peu de perspective que l'on peut aussi percevoir assez régulièrement avec les téléviseurs OLED, j'y suis pas revenu ici, mais ça, voilà, c'est quelque chose qui fonctionne bien, et notamment aussi sur certaines séquences de nuit, les lumières spéculaires, il y a toujours un peu cet effet, une certaine magie avec l'OLED, et qui se vérifie aussi sur ce Bravia 8, malgré les limitations techniques, c'est ce que j'ai envie d'appeler comme ça, mais ça reste pour autant un téléviseur qui peut convenir, encore une fois, qui va se positionner en face d'un S90 et d'un C4. Et donc, maintenant, les plus et les moins. Les plus, il y a naturellement le processeur. C'est-à-dire que ce Bravia XR Cognitive Processor fait le job. Il n'y a aucun doute là-dessus. Ça fonctionne bien. On a toujours l'impression que c'est le juste traitement qui va bien. Quel que soit, on ne se pose jamais de questions, quelle que soit la situation, mais si jamais il y a un truc qui dérange, pour une raison X ou Y, on a la polyvalence, on a la richesse des menus qui permettent d'aller corriger cela dans la limite technique de la dalle. Ça, c'est évident, c'est valable pour toutes les technos, pour tous les télés, etc. Dans les trucs qui sont peut-être à y opposer un petit peu, moi je trouve que la luminosité peut-être semble être même un peu moins disante que ce que nous proposent les concurrents, mais ça je le vérifierai, je l'espère, assez vite par les tests, et ce qui semble être pointé par certaines autres rédactions ou certains autres testeurs. Affaire à suivre là-dessus, j'y reviendrai lorsque j'aurai les autres marques et les autres produits, que ce soit S90, C4 ou peut-être avec beaucoup de chance un produit de chez Philips TP Vision. C'est pour ça que j'en riais un peu au début et que je n'ai même pas mentionné ici les prix des produits concurrents, parce que si c'est pour ne pas les avoir en test, eh bien je ne vous orienterai pas vers ces produits-là. Moi je le vois en échangeant sur le groupe de discussion Discord qu'il y a des gens qui ne jurent que par Sony, et je peux le comprendre parce que peut-être qu'il y a une logique derrière aussi de longévité des produits, de qualité des SAV, tout simplement, de l'affect pour les marques, au-delà de tous les autres avantages qui sont liés cette fois-ci plutôt au traitement du processeur. Voilà, je pense que vous savez tout sur ce téléviseur. N'hésitez pas à réagir dans l'espace commentaire, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si tout ce que je vous ai dit vous a intéressé et vous a plu, vous pouvez également faire une donation directe via le lien qui est dans la description Tipeee. Vous pouvez aussi adhérer, devenir membre de cette chaîne. D'ailleurs, j'y pense, mais je remercie tous ceux qui sont d'ores et déjà membres de la chaîne. Et surtout, je vous rappelle que lorsqu'elle sera disponible, je l'ajouterai soit en commentaire épinglé ou dans la description, le lien vers la vidéo résultat des mesures, parce que là aussi, j'ai forcément des choses à vous raconter. J'en ai déjà pas mal parlé ici. Il faut juste résumer cela par le fait que Sony cette année a fait des choix et qu'il les assume et qu'il les explique. Et alors ça, pour moi, ça a une énorme valeur. Quand on prend le temps de répondre à mes questions, au-delà de ça, pour moi, c'est surtout le fait que je peux vous livrer des réponses sur ce que j'ai ressenti, sur ce que j'ai perçu et comment Sony les explique et quelles vont être les choses à laquelle il faut que vous vous attendiez, vous, chez vous. Et pour moi, ça n'a pas de valeur. Donc merci encore à Sony. C'est vraiment top d'avoir pris le temps de me répondre. J'adore ça. Allez, je vous remercie encore une fois à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas, le pouce, le like. Retrouvez-moi aussi sur les réseaux sociaux. Le lien figure dans la description, et le groupe de discussion Discord également. C'est là où je suis le plus présent. Allez, je vous dis à très bientôt sur la chaîne pour une prochaine vidéo, et d'ici là, portez-vous bien. Ciao!